C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. La Coupe mondiale de foot au Qatar, un pays qui bafoue les droits de la personne, dont ceux des personnes queer. La grande journaliste de JE à TVA, maintenant conférencière et écrivaine, Jocelyne Cazin. Et à la chronique En toute fluidité, on aborde l'intersexualité. Et Maison Plein Cœur lance sa campagne de financement annuelle. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où on ne manque pas de cœur. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, salut tout le monde. Des appels au boycott se multiplient depuis des dernières semaines contre le Qatar, où se tiendra la Coupe du monde de football ou de soccer, comme on dit ici, en raison, entre autres, de la piètre performance de ce pays en matière des droits de la personne. Pour nos communautés, ça peut être grave parce que, dans les livres, ce pays impose la peine de mort aux personnes homosexuelles de confession musulmane. Et puis on va parler à Jocelyne Cazin, journaliste et personnalité connue et aimée, qui continue de nous surprendre. Après avoir écrit sa biographie dans laquelle elle révélait à tous sa bisexualité, eh bien, elle publie son premier roman, un roman très surprenant d'ailleurs. L'intersexualité est le sujet de la chronique En toute fluidité avec notre travailleuse sociale en résidence, Marie-Claude Joannis. Et enfin, un organisme de Montréal de soutien aux personnes vivant avec le VIH, Maison Plein Cœur, lance sa campagne de financement. Elle a besoin de 50 000 $. Puis je dois vous dire qu'on avait annoncé la présence des deux artistes du spectacle Ciseaux. Elles ont annulé leur présence à l'émission aujourd'hui. On va essayer de se reprendre une autre fois. Eh bien, on y va. En vue de la Coupe du monde de football 2022, le Qatar demande aux personnes queer de faire preuve de discrétion. Pour Abdullah Al-Ansari, les personnes de nos communautés doivent se plier aux lois et coutumes du pays. Il serait interdit de brandir un drapeau de la fierté pour un homme et de faire une... je vais reprendre ça. Il serait interdit de brandir un drapeau de la fierté ou pour un homme de faire une accolade en public à un autre homme. Et en fait, on a même une enquête qui démontre que certains hôtels habilités à recevoir du public pour la Coupe du monde ont d'ores et déjà affirmé qu'ils refuseraient de recevoir des couples homosexuels. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, au Qatar, l'homosexualité est illégale. Dans les livres, ça peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et même la peine de mort pour les personnes qui sont de confusion musulmane. Bruno Laprade est responsable des communications à Égide, une alliance francophone solidaire sur la scène internationale qui favorise l'égalité et l'inclusion des personnes vulnérabilisées, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ma bouche, et discriminées sur la base de leur orientation sexuelle et de leur identité et de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. Bonjour Bruno, bonsoir. Bonsoir Denis Martin, ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bruno, on utilise quels pronoms et quels accords avec toi? Je peux utiliser il, yel, accord neutre. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce qui se passe au Qatar? Bien, c'est sûr que ça fait déjà, la Coupe du monde a été allouée au Qatar en 2010, donc ça fait quand même plusieurs années que les communautés se mobilisent pour parler des stress face à la venue de l'événement dans le pays. Donc, c'est pas un sujet nouveau. Dans la dernière année, on peut démontrer plus de 500-700 articles dans la presse qui en parlent. Et c'est sûr qu'avec l'événement qui arrive à grands pas, on se pose la question, est-ce que le Qatar, qui avait promis justement à la base de pouvoir accueillir tout le monde, est-ce que le Qatar va tenir ses promesses? Et qu'en est-il des populations locales qui, elles, subissent encore des formes de discrimination dans les rues? Et est-ce que la venue de l'événement amène aussi une pression supplémentaire sur la répression des communautés LGBT? Donc ça va être à suivre. On se rappelle, si on donne l'exemple des communautés LGBT à Montréal pendant les Olympiques, oui. Comment il y a eu la répression. Donc on le sait aussi dans les différents oui, pour ceux qui s'en rappellent pas, je t'interromps, mais pour ceux qui ne s'en rappellent pas, juste avant les Jeux Olympiques, le maire Drapeau à l'époque avait dit on va faire le ménage pour recevoir les Jeux Olympiques et on a fait des descentes dans les bars, dans les saunas. Là, c'est quand même pas drôle. Là. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec leurs photos dans les journaux et tout ça. Là.
Et on le sait que les grands événements internationaux, que ce soit les Olympiques, que ce soit donc la Coupe du Monde, amènent leur lot de critiques de la manière dont les pays gèrent la situation. Mais rappelons aussi que le Qatar est sous la loupe pour d'autres enjeux de droits humains, notamment les travailleurs immigrants qui sont venus construire les stades dans un pays où il n'y avait pas énormément d'endroits grand public comme ça pour accueillir autant de gens. Quand on regarde ça maintenant, c'est 12 ans plus tard, là, puis là, ça s'en vient, il y a des gens qui sont tout excités de ça, des athlètes aussi. Ça dit quoi de la FIFA, ça, de présenter des événements dans des pays problématiques comme ça? Ben, ça pose beaucoup de questions. Je pense que l'attribution en 2010, déjà, en même temps qu'il y avait une double attribution pour 2018-2022, avait soulevé des questions. Depuis, alors que, en fait, la FIFA avait déjà dans ses règlements des articles interdisant donc la discrimination à l'encontre des personnes LGBT. En 2016, la FIFA a aussi adhéré au principe directeur des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Donc, en théorie, doit reconnaître qu'elle a un rôle à jouer sur les mesures, à prendre des mesures adéquates pour prévenir, atténuer et remédier aux effets de sa venue sur les enjeux de droits humains. Et en fait, ça a déjà été annoncé que les prochaines candidatures, donc pour 2026, les pays devront préserver, en tout cas avoir un bilan sur les droits humains au moins minimal pour pouvoir accueillir ce genre de démonstration. Ça dit quoi aussi sur la part il y a beaucoup d'athlètes là, qui vont là, puis sont pas très... Il y en a beaucoup qui sont très heureux d'y aller, mais il y a quand même des athlètes qui posent des questions, on les a vus dans les journaux. C'est quand même problématique aussi, parce que c'est important. Le foot là, pour ceux qui s'en rendent pas compte, là, peut-être qu'en Amérique du Nord, c'est pas aussi grand que ça, mais c'est vraiment le sport le plus important sur la planète, là. C'est un grand événement qui va réunir beaucoup de gens, hein. Le foot va être un endroit aussi, justement, de rassemblement, de célébration. Donc, en effet, pour le public, pour les joueurs, pour les politiciens qui vont s'y aller, donc posent toutes sortes de questions. On voit d'ailleurs que plusieurs délégations ont voulu commencer à protester sur les manquements aux droits humains en portant un brassard avec One Love, si je ne me trompe pas, avec un cœur avec différentes lignes, qui n'est pas un arc-en-ciel. Certains médias LGBT ont trouvé triste que ce soit pas directement un peu une contestation, mais c'est quand même une forme de contestation où les équipes prennent part. D'ailleurs, certains joueurs ont même dit des fois qu'ils ne voudraient pas le porter, donc ça devient une médiatisation également aussi de ces prises de position. Puis j'ai entendu, excuse-moi, je t'interromps, j'ai entendu aujourd'hui ou hier que la FIFA dit c'est nous qui gérons ce qui se passe dans le stade, puis on va permettre aux gens d'avoir des brassards LGBT s'ils le veulent ou si elles le veulent. Ben c'est bien. J'avais pas vu la nouvelle aujourd'hui. C'est intéressant de voir justement ces prises de position-là qui sont prises tranquillement, d'essayer d'amener. Je pense que c'est ce que les gens ont fait, ont voulu préciser. Oui, est-ce que c'est vrai qu'on va pouvoir venir? Est-ce que... Donc, l'attention est là, en fait. C'est au Qatar à bien se tenir parce que l'attention médiatique est sur elle pour voir qu'elle tienne vraiment ses promesses. Bon, Bruno, est-ce qu'on devrait faire un appel au boycott du Qatar et peut-être pas du Qatar comme de la Coupe de la FIFA? Ça peut être une stratégie à prendre. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont annoncé qu'ils annulaient ou qui ne voulaient pas participer à la Coupe du Monde, qui ont refusé d'aller faire des shows là-bas. Ça serait en effet une façon claire d'annoncer un soutien à certaines politiques. Ce que j'ai envie de dire, peut-être de mettre un bémol, en fait, c'est important de soutenir, de venir soutenir les communautés locales sur place, en fait aussi, parce que c'est elles qui se battent au jour le jour avec la censure, avec les intimidations, avec les arrestations arbitraires. Il y a eu des cas rapportés par Human Rights Watch dernièrement là-dessus. Mais faut aussi dire que en mettant, il y a une certaine, disons, une politisation des enjeux LGBT qui se fait des fois aussi au détriment des communautés locales où on met tellement de pression sur cet enjeu-là. Comment dire? Les droits sont importants, mais des fois, cet enjeu-là vient comme être utilisé pour créer un clash économique, politique plus large. Et donc, en mettant toute cette pression-là sur la façon dont nous, nos identités, on les vit ici en Occident, notamment l'acronyme LGBT qui s'est répandu dans le monde, alors que dans d'autres pays, tu as des identités
se revendiquent pas nécessairement gays, lesbiennes, trans, mais qui font partie de la diversité sexuelle, qui ont des identités locales particulières. Faut juste peut-être faire attention des fois à des formes d'interventionnisme qui pourraient se rapprocher du colonialisme, tout en voulant soutenir justement ces populations-là locales qui, elles, le disent aussi, on a besoin d'aide. Parce que surtout, s'il y a un boycott, ça pourrait aussi avoir l'effet contraire. Il pourrait y avoir un ressac, et là, à ce moment-là, les communautés pourraient aussi payer là, dans ces pays-là. Oui, c'est toujours difficile de dire comment prendre la parole pour revendiquer et soutenir sans créer un backlash. Puis est-ce qu'il y a un backlash, donc un contre-coup qui viendrait au fait justement de dénoncer sur la place publique? Hein, on pense maintenant le mouvement MeToo qui vit beaucoup de harcèlement après ça quand il y a des dénonciations. Mais comment prendre position pour sécuriser les gens tout en étant capable de faire la promotion des droits? C'est un défi en fait politique où on marche sur des œufs et les politiciens donc marchent aussi sur ces œufs-là, considérant les aspects économiques, sociaux, culturels. Maintenant, on va quand même dire des vraies choses. Les politiciens marchent sur des œufs, mais il me semble qu'on ne les a pas trop entendus, à commencer peut-être par notre premier ministre, Justin Trudeau. Est-ce qu'il fait assez pour faire avancer la cause dans ce pays? Mais sans parler du cas de Trudeau particulièrement, je pense que c'est en effet décevant de voir que les pays ont soutenu une candidature problématique dans un lieu où les droits humains n'étaient pas respectés. Et alors que nos communautés sont vocales et le disent et essaient, on aurait voulu des prises de position plus claires. Et pas juste aujourd'hui, je pense qu'on aurait voulu des prises de position claires. Ouais. En 2010, quand le choix a été fait, en fait, là, c'est grâce à l'appui des fois de certains pays que le Qatar a pu se retrouver là où il est, en fait. On a une trentaine de secondes. Là. Est-ce que d'en parler comme nous, on le fait aujourd'hui, est-ce que ça aide? Je pense que oui. Je pense que c'est important de mettre quand même les enjeux sur la place publique. C'est important de parler de droits humains, de toutes les formes et les discriminations qui viennent avec ça, de permettre d'en parler, déjà de brimer la censure, d'éviter la censure, c'est déjà un bon enjeu. Bien, Bruno Laprade, responsable des communications à Égide, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous, on s'en va maintenant en musique parce qu'on va parler après ça à Justine Cazin qui se trouve en Floride. Alors, j'ai pensé vous faire entendre Miami d'Ariane Moffat. On s'est connus enfants, tu fais partie de mes rêves.
Bon, on a un petit souci. Nous n'arrivons pas à établir la communication avec la Floride présentement. Ça fait qu'on va retourner en musique, puis on vous revient tout de suite après. Se retrouver au-dedans de soi, se faire violence, se matraquer, se retrouver, enfin coller, se faire plaisir, se découvrir, se reconnaître, se reconstruire. Comme l'eau qui coule des sources, on se demande pas qui on est. Quand on est qui on est, on devient ce qu'on est. Bon, voilà. On avait un petit souci de communication, mais elle est bien là au bout du fil. Alors, comment vous présenter Jocelyne Cazin? Vous l'avez connue, on l'a connue dans le monde des communications, notamment dans le cadre de la première grande émission de télévision de journalisme d'enquête, JE, sur les ondes de TVA, une émission qui a souvent fracassé le million en code d'écoute. Aujourd'hui, la grande communicatrice est auteure, écrivaine et conférencière. J'ai juste ajouté avant de lui parler, dans sa biographie, en fait 2 biographies, elle s'ouvre sur sa vie et sa bisexualité. Puis elle vient de publier un roman, Pire que l'éternité, aux éditions Flammarion, que j'ai lu ce week-end. Jocelyne Cazin, bienvenue à l'émission L'Arc-en-Ciel ou l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour. Et je suis tellement contente de vous parler. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ben nous, on s'est déjà parlé à quelques reprises, mais pour faire de la radio ensemble, c'est jamais arrivé. Jocelyne, on a une tradition, nous, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On demande toujours aux gens quels pronoms et quels accords cette personne utilise. Alors, j'imagine qu'avec vous, ça va être le elle et les féminins, c'est ça? Attendez, oui. Je comprends pas. C'est parce qu'on a une habitude ici, on demande aux gens quel pronom on utilise avec cette personne, si elle préfère le pronom il ou elle ou il. Alors, dans votre cas, ça serait... non, vous allez m'arrêter ça, là. Vous, c'est elle, c'est ça? Je suis typiquement elle. Elle. Et, je vous ferai pas vérifier, là, mais j'en suis convaincue. Il n'y a pas de problème, Jocelyne. je vais quand même aller assez vite parce que vous avez été une personnalité très aimée et vous l'êtes encore parce que quand j'ai annoncé que vous étiez à l'émission, il y a des gens qui étaient très contents. Vous avez fait de la télé. Vous ennuyez-vous de la télévision ou des médias? Non. Pas du tout? Honnêtement, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Moi, depuis 2008 que j'ai pris ma retraite de TVA, mais je ne suis pas en retrait. Je fais beaucoup de choses, je donne des conférences, j'anime des congrès, des panels. J'ai écrit mon 3e livre qui vient de sortir, La pire que l'éternité, que vous avez mentionné. Oui. Je fais du bénévolat, je fais du mentorat. Bref, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je joue au golf, au tennis, je fais mes longueurs. Je suis contente de ce qui se passe. Alors, vous avez décidé d'écrire, ça fait quand même 3 livres. Écrire, pour vous, ça répond à quoi, finalement, dans votre vie? Ça répond d'abord, ça me garde en vie intellectuellement. Mm-hmm. Et en plus, c'est drôle parce que j'ai jamais demandé à écrire des livres. On m'a sollicité. Le premier livre, J'ose déranger, c'est Libre Expression qui m'avait sollicité. Le 2e, Ma véritable identité, c'est encore Libre Expression. Puis le 3e, le roman, c'est Flammarion Québec qui m'a sollicité pour que j'écrive un roman. Alors, c'est drôle parce que j'ai rien demandé, et parce qu'on me l'a demandé et que ça me tentait. Parce que vous savez, je ne suis plus dans l'obligation de performance. Tout à fait. Je suis dans le plaisir. Alors, si ça me tente, je le fais. Si ça me tente pas, je le fais pas. Nous, on a un patron ici que vous connaissez bien, Philippe Lapointe, qui a pris en charge un peu la radio ici. Oui. Alors, Philippe, ça a été mon patron. Oui, puis Philippe me disait, Jocelyne, là, quand elle décide qu'elle parle, là, ça y va au toast. Puis je pense que la blague qu'il m'a fait, quand elle veut que les choses avancent,
Je pense que dans le dictionnaire, le mot pushy, je le dis pas de façon péjorative, mais je pense qu'on pourrait mettre la photo de Jocelyne à côté, c'est ça? Ben, écoutez, dans le temps, il m'appelait Madame Pitbull. La pitbull de l'information. Ouais. Alors, écoutez, moi, je le prends comme un compliment parce que c'est sûr, vous savez, mon premier livre, le titre en dit long sur ma personne, Tout à fait. Chose dérangée. Tout à fait. Et quand mes amis ont vu ce titre-là, ils m'ont dit, c'est tellement toi, ma Jocelyne. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé parce que j'ai lu ces 3 livres-là, j'avais déjà lu J'ose déranger oui. il y a longtemps, mais on m'avait envoyé Ma véritable identité que j'avais pas lu, que j'ai trouvé très intéressant, et votre roman. Merci. Je vais quand même, avant d'aller, je veux qu'on parle du roman, mais j'aimerais ça dire aux gens que Jocelyne, c'est ouvert. Vous nous dites que oui, j'ai des problèmes avec l'alcool et je suis une femme qui aime et les hommes et les femmes. Et c'est comme ça que c'est. Puis j'ai l'impression que vous le dites en disant aux gens, si vous n'êtes pas content, ben c'est ça. Non, c'est pas comme ça que je l'ai écrit. Non, c'est pas du tout de cette façon-là. Alors, dites-moi. Au contraire, moi, d'abord, je ne voulais pas écrire ma biographie. La première fois, on m'a demandé d'écrire ma biographie et c'est J'ose déranger qui est sorti. C'était un amalgame de mes conférences sur la retraite, sur le bénévolat, sur la responsabilisation, sur la relève, etc., sur les deuils. Nadine Lauzon, l'éditrice de Libre Expression, a récidivé en 2018 pour me dire, Jocelyne, écris ta biographie. Puis là, j'ai dit, bon, je vais écrire, mais je verrai au bout de l'écriture si je suis capable de me révéler dans ma totalité. Parce que moi, je ne suis pas une femme de demi-mesure. Je pense que vous vous en doutez bien. Tout à fait. Et là, au bout de l'écriture, ça m'a dit, Jocelyne, OK, on essaie, on fonce, parce que je me suis dit, si ça peut aider quelqu'un, si ça peut aider des hommes ou des femmes qui sont aux prises dans le placard, comme je l'ai été pendant de très nombreuses années, si ça peut les aider à se libérer, eh bien, j'aurais fait œuvre utile. Et c'est vraiment de cette façon-là que j'ai écrit ma véritable identité, en voulant aider des gens. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose, ça m'a libéré. Oui, ça m'a tellement libéré que je suis capable de vous parler de ça aujourd'hui. Ben, moi, j'ai trouvé que quand une personnalité se donne la peine de se révéler, et surtout dans des questions aussi délicates que ça, ben, pour les jeunes femmes qui voient un modèle, ont donc un modèle à voir, puis moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, je peux aller de l'avant, puis vivre ma vie, puis pas avoir à me justifier, là. Ouais. Mais je ne sais pas si je suis un modèle, mais en tout cas, je sais une chose, c'est qu'à partir du moment où ce livre-là, ma véritable identité, a été publié, j'ai reçu de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui m'ont dit « Merci, vous m'avez tellement aidé, parce que si vous avez été capable de vous libérer de ce joug-là, pourquoi pas moi? » Puis dans le fond, tu sais, être bisexuel, je dis ça, puis dans le fond, je dis rien, dans le sens que je suis plus à l'amour. Alors, est-ce qu'on doit absolument avoir une étiquette? Ouais. Actuellement, je suis avec un homme, tu sais, puis moi, j'aime les hommes, j'ai rien contre les hommes. Moi aussi. Je vous comprends. J'ai été pendant une vingtaine d'années avec des femmes, et puis je verrai, là, je ne sais pas là, quel sera l'avenir, mais c'est ça. Moi, j'aimerais j'ai lu votre roman et ça m'a beaucoup interpellé parce que d'une part, bien évidemment, Gabrielle Matters, je pense qu'on l'appelle. Gabrielle, ben là, c'est vous, là. Hein? Elle vous ressemble un peu. Non? C'est-à-dire qu'on n'est jamais trop loin de son personnage. Tout à fait. Mais Gabrielle Matters, elle a sa personnalité. Moi, j'ai offert à Gabrielle Matters mes fantasmes, mes lubies. Mais je me suis laissée aller à mon imaginaire le plus fou à travers Gabrielle Matters, à travers les autres personnages. Mais il y a beaucoup de réel dans la fiction, ça c'est sûr. Ah ben on reconnaît la journaliste, c'est clair, là, hein, parce que il y a beaucoup le souci du détail aussi qui était très important pour moi. Si vous avez remarqué les remerciements, il y a des enquêteurs au crime majeur de la Sûreté du Québec, il y a des avocats, il y a des coroners, il y a une détective privée, il y a plein de gens qui m'ont aidé à faire en sorte que ce livre-là soit le plus crédible possible.
Il y a du sang, il y a du sexe, il y a de la bouffe, il y a du vin, il y a des voyages, il y a de l'histoire. Bref, vous vous êtes pas ennuyé? Non, mais j'ai comme compris aussi, là, ça se peut pas là, que la bouffe de Gabriel, c'est pas la bouffe de Jocelyne, là, parce que là, je voyais des choses, parce que j'ai lu l'autre livre, je me dis, il me semble qu'elle parle de bouffe un peu. Mais je vous taquine, Jocelyne, je vous taquine. C'est vrai que je suis une épicurienne. Ben, pourquoi pas? Mais en fait, Gabriel Mathers est quelques coches au-dessus de Jocelyne Cazin, parce que Jocelyne Cazin, elle n'a pas les moyens de se payer les bonnes bouffes et les bons vins que Gabriel Mathers se payait. Ah ben là, vous m'étonnez, mais bon, ça peut arriver. En fait, ce roman, puis je fais pas le divulgateur, mais il y a 7 meurtres spectaculaires. Ça se déroule sur à peu près un peu plus que 20 ans. Une intrigue spéciale, un mélange de corruption, de malfats et puis de politique. C'est... En tout cas, ça... Et, c'est politico-policier journalistique. Tout à fait. Et ça parle aussi, évidemment, la protagoniste, elle est aussi bisexuelle. Alors ça... Ben, quel hasard! J'ai pas beaucoup de temps maintenant, là, parce qu'on a perdu un petit peu à cause du délai. Il me reste à peu près une minute. J'aimerais ça qu'on parle un peu. Vous êtes conférencière, vous continuez à faire des conférences. Comment vous voyez le rôle de conférencière par rapport à ce qu'on voit maintenant avec les influenceurs et influenceuses? Ah, mais ça n'a rien à voir. Moi, je ne m'attribue pas du tout le titre d'influenceur. D'ailleurs, je trouve ça assez spécial. Je sais pas d'où ça vient. Tout d'un coup, les gens sont devenus influenceurs. Mon influenceur de qui? Je veux dire, tant mieux si j'influence des gens, mais je ne vais pas me mettre sur l'étiquette d'influenceuse. Mais donner des conférences, c'est de s'exprimer, c'est d'aller offrir notre expertise et notre expérience de vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai aucune prétention de formatrice aussi. C'est vraiment mes expériences de vie, que ce soit professionnelles ou personnelles. C'est ça que j'offre aux gens par le biais de l'agence Formax. Formax. L'agence de conférencier, c'est Formax. Si ça vous tente de m'engager comme conférencière, vous demandez à Formax. Et puis, j'ai plusieurs types de conférences. J'ai une conférence sur la retraite, quelle retraite, sur le bénévolat, sur la prévention du suicide, sur la relève. Enfin, j'ai toutes sortes de conférences, mais c'est toujours à partir de mes propres expériences de vie. Bien, Jocelyne Cazin, c'était tellement un plaisir de se parler. C'est tout le temps qu'on a. On doit aller à la pause maintenant. Je vous remercie d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite du soleil en Floride. Nous, c'est l'hiver qui s'en vient. Et je serai au Salon du Livre du 23 au 26 novembre. Donc, je serai au Salon du Livre et je vais faire des belles dédicaces de pire que l'éternité. Bien, merci beaucoup, Jocelyne Cazin. Alors, nous, on fait la pause. On vous revoit dans 2 minutes. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Eh bien, on a terminé un peu la première demi-heure de façon assez rapide. On a oublié de vous dire comment nous rejoindre à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Donc, écrivez-nous heure-ciel en un seul mot, @outlook.com. Dans cette deuxième partie d'émission, l'intersexualité, c'est quoi? On en parle avec notre travailleuse sociale en résidence, j'aime ça dire ça, Marie-Claude Joannis. Et puis, la campagne de financement de Maison Plein Cœur qui soutient les personnes vivant avec le VIH à Montréal, on fait le point là-dessus. Alors, c'est là. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Quelle entrevue on a eue avec Mme Cazin. On va certainement la réinviter, c'est un plaisir. Alors, mais là, on s'en va. On était dans le soleil de la Floride. On s'en va, je pense qu'il y a eu de la neige dans ce coin-là à Kamouraska. Salut Marie-Claude! Allô? Marie-Claude Joannis, donc notre travailleuse sociale en résidence. Je pense qu'il y a neigé dans ton coin, hein? Oui, ce matin, c'était tout blanc à Kamouraska. Bon, ben ça sent bien ici, ça, dans quelques jours. Marie-Claude, je check toujours ça. Ah, quel anglicisme. Je vérifie toujours ça. Les pronoms et les accords. Donc, moi, c'est elle, les accords féminins. Parfait. Tu nous as proposé aujourd'hui une chronique on va parler de l'intersexualité. Alors, c'est quoi l'intersexualité? Alors, dans les lettres, là, LGBT,
LGBTQI. Le I, c'est pour intersexualité. En fait, on va préférer le thème intersexuation, un peu comme on a laissé tomber le transgenre et le transsexuel pour garder seulement le mot trans. Oui. Donc, c'est un mot là, qui convient un peu mieux parce qu'il est moins centré sur les organes génitaux, là, comme les personnes trans. En fait, là, sur le plan biologique, parce qu'il y a une définition biologique puis une définition qui est plus sociologique. Donc, du point de vue médical, quand on va parler de l'intersexuation, on va parler des personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles, donc qui ne correspondront pas là, aux définitions binaires homme-femme. Donc, par exemple, on va parler des caractéristiques sexuelles génitales, les gonades, ça, c'est les ovaires testicules, les hormones et aussi les chromosomes là, qui peuvent avoir différentes caractéristiques. Et sur le plan sociologique, c'est autre chose. Ben, en fait, hein, c'est un peu comme tout le reste, là. En fait, c'est les personnes qui ont des conditions anatomiques sexuelles qui vont déroger là, au système binaire, qui vont pouvoir s'identifier là, au terme intersexuation, là, sans qu'un médecin pose son sceau dessus, là. Alors, donnez-moi des exemples un peu, parce que là, c'est pas facile à comprendre, c'est normal, parce qu'on ne vit pas ça nous-mêmes, là, mais comment, demandons des exemples de ce que c'est, ou comment est-ce qu'on pourrait être une personne en intersexualisation, c'est ça qu'on dirait, ou une personne... Oui, Oui. c'est ça. Ça peut prendre toutes sortes de formes, Denis Martin. En fait, là, à la naissance, quand on passe l'examen médical d'un bébé, il y a seulement un bébé sur 500, un bébé intersexe sur 500 qu'on va pouvoir là, remarquer à l'examen visuel là, des différences au niveau de vulve, pénis, clitoris, vagin. Parce qu'on sait que dans le ventre, hein, c'est exactement la même structure. Hein? Ouais. Le pénis et la vulve, c'est exactement la même chose. C'est à un moment donné que ça se différencie. Donc, effectivement, entre un petit pénis ou un gland qui est peut-être un clitoris, ou OK, ça peut se ressembler. Donc, sinon, souvent, ça va être plus tard qu'on va se rendre compte là, que la personne va être intersexe. Par exemple, au niveau de ses hormones, donc, il va pouvoir avoir quelqu'un qui est assigné femme, par exemple, qui va avoir une pilosité importante, qui peut en avoir à des endroits qui sont plus typiquement associés aux hommes. Il va avoir peut-être la masse musculaire, la distribution des graisses, au niveau aussi du système reproducteur. Il peut y avoir différents, par exemple, on va pour une appendicite, puis là, ben, à l'examen, on se rend compte que la personne assignée homme a des ovaires. Ouais, OK. Donc, c'est quand même assez rare, mais qu'est-ce que les statistiques disent là-dessus? Bien, en fait, c'est quand même, là, au niveau international, on s'entend pour dire que c'est 1,7 % de la population. Quand Fait même, que ouais. on est près de, ouais, on s'approche du 8 millions, là, 8 milliards, pardon. Donc, ça fait du monde quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, ça peut engendrer toutes sortes là, de difficultés là, parce que les personnes intersexes, là, actuellement au Québec, on demande encore, les médecins proposent encore là, une opération là, à la naissance quand ils s'en rendent compte pour assigner un sexe binaire. Donc, Ouais. c'est un peu la bataille actuelle là, des personnes Le choix est fait alors que intersexes. l'enfant n'a pas son mot à dire, là. C'est un peu ça l'idée, là. Effectivement, puis en fait, on pousse un peu les parents à faire un choix selon ce qu'on va juger qui est dans l'organe, par exemple, si c'est un organe génital externe, là, ce qu'on voit, là, que je parlais tantôt, la statistique, là, un enfant intersexe sur 500, bien, on va dire, ah, ben à notre avis, ça ressemble un peu plus à un pénis, ça ressemble un peu plus à une vulve, donc nous, on vous suggère tel sexe, qu'en pensez-vous? Puis là, ils vont opérer pour assigner finalement le sexe comme ça qui va avoir été choisi. On imagine que ça peut créer toutes sortes de problèmes ensuite. Ouais. Puis aussi, c'est une façon de dire aussi, parce qu'il y a rarement des problèmes biologiques associés à ça, hein, que le sexe, dans le fond, comme il est souvent fonctionnel, il n'engendre pas vraiment de problème. Alors, il y a des parents qui ont décidé par le passé de ne pas opérer les enfants, puis ces adultes-là, aujourd'hui, la plupart du temps, sont très bien avec leur corps, n'ont pas de problème non plus là, associés à la forme de leurs organes. Bon, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu toute une histoire derrière ça.
Oui, effectivement. Ben, en fait, là, c'est arrivé assez tard dans l'histoire au niveau médical là, qu'on s'est attardé à ça. Au 19e siècle, là, dans le fond, à la fin du 19e siècle, là, les médecins parlaient d'hermaphrodite. Là, c'est un terme que les gens connaissent là, en Ouais. général. Puis ça, c'était vraiment plus associé, comme je disais, aux organes génitaux externes, à ce qui se voyait. Puis c'est à partir des années 60-70 là, qu'on s'est mis à faire des opérations, à donner des hormones là, aux enfants qu'on jugeait là, qui avait pas un sexe là, vraiment associé à féminin ou masculin. Donc, donc ça sous-entendait aussi une pathologie. OK? Donc, c'est ça. C'est vraiment ce qui est combattu, là, parce que dans certains pays, on va même parler d'infanticide. Bon, évidemment, les interventions médicales imposées. Puis aussi, pour ces personnes-là, il va y avoir beaucoup de discrimination. Là, on en a entendu parler, entre autres, là, dans le sport. Donc, comme le sport est très genré, homme-femme, donc si on a des attributs sexuels différents ou que notre corps répond moins aux normes, ben là, on peut être discriminé, là. Donc, ça a posé aussi problème. Donc, très récemment, en 2015, que les Nations unies vraiment se sont posées sur ce problème-là pour vraiment se dire, ben non, c'est une inégalité de discriminer les gens selon ces critères-là. Et on lancé une campagne là, en 2015 qui s'appelait Libre et égaux pour parler là, vraiment de la visibilité intersexe là, à travers le monde puis des droits là, des personnes. Et donc, depuis plus récemment, donc, on utilise le terme intersexuation. Et là, les choses ont quand même évolué, là. Oui, donc c'est ça. Maintenant, là, il y a des associations là, au niveau mondial et c'est ça. Donc, puis, dans le fond, à Montréal, donc, on était au cœur un petit peu de cette évolution-là. Là, en 2006, quand il y a eu les Out Games mondiales là, à Montréal, il y a eu la rédaction de la Déclaration des droits humains LGBT et, dans le fond, qui déclare là, que les mutilations des organes génitaux, c'est vraiment une violence. Donc, ces chirurgies postnatales-là sont pas éthiques. Donc, et le Conseil des droits de l'homme là, des Nations unies là, est d'accord sur ce principe-là également. Donc, ça dit là, concrètement, nul ne peut forcer de subir une quelconque forme de traitement, de protocole ou de test médical ou psychologique, hein, parce que aussi ça va jusque-là, ou d'être enfermé dans un établissement médical en raison de son orientation sexuelle, de son identité ou de son identité de genre. Donc, c'est ça, c'est majeur, là, c'est ce qu'on essaye hein, de défendre là, dans toute la communauté LGBTQIA+. Donc, c'est une bataille qui n'est pas complètement gagnée encore, mais qui avance. Et concrètement, là, parce que c'est toujours aussi, pour plusieurs personnes, on pense que c'est un phénomène nouveau. On vient de le voir, c'est pas nouveau, c'est juste qu'on en parle maintenant. Et ces personnes-là s'affirment comme elles ne s'affirmaient peut-être pas avant. Alors, comment on agit? Je parle toujours à la travailleuse sociale. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un qui vit ça, qui vit cette situation-là, c'est peut-être pas toujours évident non plus. Comment, nous, autour de cette personne-là, on devrait agir? Ben, tu sais, premièrement, moi, je tiens à dire que je suis vraiment pas une spécialiste, là. C'est vraiment des lectures qui m'ont permis, puis de parler à certaines personnes aussi qui vivent ces réalités-là. Ben, c'était comme toute autre chose, hein. L'écoute, c'est Ouais. toujours la bonne chose. Puis, tu sais, on le voit, là, c'est comme un peu comme les personnes trans. Les personnes ne se définissent pas par la forme de leurs organes génitaux, par leur taux d'hormones dans le sang, fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment aux personnes d'en parler si ils, elles, et elles ont envie de le faire, puis à ce moment-là, simplement d'écouter comment eux se sentent par rapport à ça, puis de ne pas juger si cette personne, par exemple, si c'est une personne assignée femme, puis il y a beaucoup de poils, ben peut-être que cette personne-là veut porter son poil, est à l'aise avec ça. Donc, c'est justement de voir comment elle perçoit. Peut-être que pour cette personne-là aussi, c'est difficile à vivre, qu'elle s'épile. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Chaque personne le vit de façon différente. Puis, c'est quelque chose qui peut parler, qui est peu connu. Donc, je pense qu'il y a bien des gens qui savent même pas qu'ils font partie de cette catégorie-là des fois. Donc, simplement d'en discuter avec bienveillance et écoute, toujours. Comme je disais souvent dans le passé, c'est que l'esprit, hein, c'est comme un parachute. Pour que ça Hum? fonctionne, il faut que ça soit ouvert.
Oui, tout à fait, voilà. Alors, quand on ne connaît pas quelque chose, on écoute. Tout à fait. Marie-Claude, c'est un plaisir de discuter avec toi encore une fois, puis on se revoit le mois prochain. Avec plaisir. Donc, merci à Marie-Claude Johannis. Et nous, on va aller en musique avec la chanson En plein cœur de Julie Curley. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Il me semble que ça fait du bien d'entendre ça, là. Il fait froid dehors, là, puis on a le goût de danser sur cette chanson-là. Eh bien, on vient d'entendre En plein cœur de l'autrice, compositrice, interprète Julie Curley. C'est la musique thème, c'est elle qui a composé la musique thème de notre émission, imaginez-vous. Alors, la musique que vous entendez en ouverture d'émission. Alors, on la remercie parce qu'elle nous a offert les droits gracieusement pour qu'on puisse l'utiliser. La chanson, donc, En plein cœur, célèbre Maison plein cœur, un organisme qui soutient les personnes vivant avec le VIH à Montréal. On estime à 63 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Canada, dont 10 000 seulement à Montréal. Oui, il y a des médicaments pour contrôler le virus de l'immunodéficience acquise, le VIH, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde. Julie Curley, bienvenue à l'émission, là, où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour Denis Martin, ça va bien? Ça va bien. Julie, on utilise quels pronoms et quels accords avec toi? On utilise elle, là, E-L-L-E. Oui. Ça pourrait être aussi A-I-L-E-S, parce que tu sais, il y a des choses qui donnent des ailes, mais bon. Ah, j'adore ça! Un nouveau... Ah, je savais que tu avais quelque chose de superbe à me dire. Alors, je vais être transparent pour tout le monde. Je suis aussi je porte plusieurs chapeaux dans la vie. Je suis responsable du financement et des communications de Maison plein cœur. Alors, je vous le dis, mais je me suis dit que c'est pas parce que j'anime une émission de radio que cet organisme-là, on parle d'autres organismes, il a le droit aussi d'être entendu et d'être écouté. Et c'est pour ça que j'ai demandé à la porte-parole, une de nos 3 porte-paroles, de nous parler aujourd'hui. Alors, d'abord, dis-nous, Julie, qu'est-ce qui t'a amené, à part le fait que je te l'ai demandé, de devenir porte-parole à Maison plein cœur?
Ben oui, c'est ça. Tu me l'as demandé, puis ça c'est vrai. Oui, j'ai gentiment accepté. Déjà, première chose, ben écoute, c'est sûr que ben la cause me touche d'emblée pour plusieurs raisons. Ben notamment celle que j'ai expliquée là, avec ma petite histoire là, personnelle. Je sais pas si on a le temps. Oui, on a le temps. Ouais. On a le temps. Allons-y. OK, bon, OK, Oui. bon. Donc, ben, quand je suis née, moi, en fait, je suis née grandement prématurée là, dans les années 80. Je faisais 2 livres 13, donc c'était très petit là, pour l'époque. Ouais. Puis, ben, évidemment, j'ai frôlé la mort, j'ai eu beaucoup de transfusions de sang, etc. Puis, ben, ces transfusions de sang-là, ils ont eu lieu durant le scandale du sang contaminé là, par la Croix-Rouge. Oui. Et donc, quand j'ai vu mon médecin, j'étais dans la jeune adolescence, ben, mon médecin, il a dit à ma mère, puis il m'a dit à moi, il a dit, ben, écoute, Julie va devoir passer des tests pour le VIH-Sida, parce que bon, on n'est pas certain. Puis moi, je comprenais pas trop l'implication de ça. J'avais quoi, 12, 13 ans, je comprenais pas, on m'a dit VIH-Sida, j'ai pas trop compris, mais ma mère est devenue blanche, puis là, comme, oh mon Dieu, quand est-ce qu'il faut faire ça et tout. Fait que j'ai passé les tests, puis ma mère était comme extrêmement stressée, là, jusqu'à temps qu'on reçoive les résultats. Puis elle m'a dit, ben, dis-le pas à tes amis, tu sais, dis-le pas à personne, parle-en pas. Puis moi, je comprenais pas, tu sais. Et comme toute bonne adolescente, ben, j'ai pas suivi les conseils de ma mère. Fait que j'en ai parlé à mes amis, tu sais. Puis j'ai vraiment vu une réaction. C'était pas malicieux, mais il y a vraiment eu une réaction. J'ai parlé de sida et tout, puis il y a eu une réaction physique de certaines de mes amies qui se sont reculées là, physiquement. Ouais, j'étais genre, fait que là, j'ai tout de suite compris pourquoi ma mère m'avait dit de pas en parler. Mais j'ai tout de suite compris aussi c'était quoi avec une différence, puis avec les préjugés liés au VIH/SIDA. Heureusement pour moi, le test était négatif. Mais quand tu m'as demandé ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, oui, il y a des traitements aujourd'hui, oui, ça va beaucoup mieux pour les gens qui ont le VIH-Sida, mais est-ce qu'à chaque fois qu'on fait un coming out, est-ce que de cette façon-là, ça se produit encore? Je veux dire, est-ce qu'il y a encore des gens qui se reculent? Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est important pour moi d'en parler puis d'essayer de combattre les préjugés à ce niveau-là. Donc, ouais. Ça fait quand même, c'est la 4e campagne qu'on fait ensemble, si je ne me trompe pas. Et puis, à chaque fois, tu prends la parole et puis tu en parles très, très ouvertement avec ta co-porte-parole qui est Barbada de Barbade. Et cette année, c'est Claude Lalande qui est président du CA de Maison Plein-Cœur, qui est la personne porte-parole vivant avec le VIH. Le VIH, c'est connu d'abord et avant tout en Amérique du Nord, en fait en Occident, comme une maladie d'hommes gays, mais c'est pas vrai. C'est un virus et je dois vous dire que les gens qui voyagent un petit peu ou qui lisent un peu vont se rendre compte que dans l'hémisphère sud, c'est d'abord une maladie de femmes. Et toi, Julie, en tant que femme, là, comment vois-tu le niveau de connaissance et d'implication des femmes par rapport au VIH ici, là, à Montréal? Moi, je vais être obligée de répondre moindre, malheureusement. Je vais répondre tout. Ben oui, comme tu l'as dit, c'est dans les années 80, au début de la maladie, c'était vraiment la phase des 4H, là, comme on l'appelait, là, bon, homosexuel, hémophile, haïtien, héroïnomane, puis ça tendait vers l'homosexualisation du sida. Puis les femmes étaient là, aux côtés des gays, je veux dire, dans la communauté, il y avait vraiment un support. Je vais faire une parenthèse. Vous savez pourquoi on dit LGBT? Le L va avant le G. Et c'est beaucoup à cause de ça, parce que les femmes lesbiennes ont vraiment pris à cœur les causes de leurs confrères, de leurs frères, en fait, gays, qui mouraient, là. Ça tombait comme des mouches, hein? Oui, exact. Moi, je suggère aux gens qui nous écoutent, si ça les intéresse comme sujet, il y a la série britannique It's a Sin, qui est sortie là, il n'y a pas très longtemps sur Amazon Prime. Là. C'est vraiment bon. Puis justement, on voit malgré la tragédie, toute cette solidarité-là là, qui vient du mouvement LGBT là, en lien avec la maladie. Donc, je trouve ça très intéressant comme série. Fait que mais en regardant la série, justement, je me suis dit, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, en tout cas, je ne veux pas être négative, là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une telle solidarité là, par rapport à la cause. Fait que quand tu me poses la question, quel est le niveau de connaissance et d'implication des femmes par rapport au VIH, je suis obligée de répondre moins. Puis, quand on a fait le lip dub, il y a quelques... Oui, sur cette chanson-là, oui. Plein cœur. Oui. Ça m'a beaucoup touchée parce que il y avait une majorité d'hommes qui dansaient masqués sur la vidéo, mais il y avait aussi des femmes. Oui. Il y avait 1 ou 2 femmes, je crois, donc notamment il y avait une femme noire qui a essayé de démasquer pour. J'ai trouvé ça extrêmement courageux parce que c'est ça, les femmes on les voit pas, peu importe. Ouais. Le VIH pour les femmes, c'est quand même un défi
pire encore parce que, pour toutes sortes de raisons, là, les femmes sont souvent celles qui ont la responsabilité des enfants et quand elles ont le VIH, qu'elles ont des enfants, c'est un problème. De se divulguer ou de se révéler, ça peut aussi avoir des conséquences sur les enfants. En fait, il y a tout plein d'études là-dessus. Là. Les femmes qui vivent avec le VIH, c'est vraiment pas drôle. Et même encore ici à Montréal, c'est encore un problème. Moi, je vais justement te parler de cette chanson. C'est en 2019, on avait décidé de faire une campagne avec une chanson thème que tu nous as composée. Et on a fait vraiment, je me rappelle, on était, puis il faisait froid, on était sur un trottoir dans plein centre-ville. Oui. Avec oui, puis mes hommages à Barbada qui était en petite robe, là. Ah mon Dieu, je sais pas comment est-ce qu'elle a fait ça, là. Je m'en souviens, oui. Et puis, en plus, il faisait froid, puis il fallait se rappeler de la chorégraphie. Moi, je dansais avec vous autres là-dessus, puis je me suis mis en arrière pour pas que ça paraisse trop, là, parce que moi, j'ai 2 pieds droits ou 2 pieds gauches. Il y a la chanson, j'écris de la main gauche, moi je danse des 2 pieds gauches. Mais cette chanson thème, comment t'es venue l'idée de l'écrire? Qu'est-ce qui t'a inspiré? D'abord, c'est sûr qu'en plein cœur, mon idée, c'était vraiment d'intégrer en plein cœur pour Maison plein cœur d'abord. Il y a le jeu de mots assez évident. Ben oui. Mais je trouve, dans les paroles, il y avait cette idée-là de comme un orage en plein cœur. Pour moi, c'était vraiment une phrase clé parce que justement, j'ai essayé je suis retournée justement à mon adolescence, quand le médecin m'avait dit ça, quand le médecin avait dit ça à ma mère, heureusement pour moi c'était négatif, mais quand c'est positif puis tu reçois la nouvelle, comment tu la reçois? C'est en plein cœur et en plein front, oui. C'est ça. J'ai essayé de l'imaginer de façon métaphorique, puis justement, comme un orage en plein cœur, mais je trouvais ça très beau. Oui. Je sais pas là, si c'est comme ça qu'on le reçoit, mais c'est aussi l'idée c'est aussi un hommage à ceux et celles qui écoutent leur cœur, malgré les orages qui vont traverser leur vie. Là. Bon, on peut entendre des violons présentement, là, mais c'était quand même ça l'idée. Je voulais aussi rendre hommage aux gens qui écoutent leur cœur et qui passent avec courage au travers des moments difficiles. Puis il y a aussi l'œuvre des gens qui aident des personnes vivant avec le VIH. C'est quand même un travail qui va en plein cœur aussi des gens. Il y a une belle... on l'utilise encore au bout de 4 ans parce qu'on l'aime beaucoup, cette chanson-là. On vient de l'entendre. On a le goût de danser dessus. C'est important pour moi, au niveau de la composition, le style, le danse / disco, je trouvais ça important parce que c'est aussi associé à la culture gay, au clubbing, etc. Donc, je trouvais ça important de faire un écho musicalement parlant aussi. Les gens ne se rendent pas compte de tout le travail quand on compose une chanson. Je voulais rappeler aux gens, pour faire des dons à Maison Plein Cœur, je vous réfère, parce que la campagne, c'est 50 000 cette année, puis je peux vous dire que la campagne ne va pas bien, alors on va quand même vous le dire. Si vous avez des sous, si vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez contribuer, tous les dons sont bons. Puis allez sur le site maisonpleincoeur.org, maisonpleincoeur en un seul mot.org, vous allez voir, ça dit, il y a un petit onglet là, pour faire des dons. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de toi, parce que quand même, tu es une artiste assez accomplie, merci. Ces jours-ci, là, on te voit où? Tu performes où? Quand? Comment? Là, je viens juste de finir des spectacles. J'en avais un à Montréal au Rendez-vous du thé. J'en avais un à l'Assomption à la brasserie Saint-Maurice. Fait que là, pour le temps des fêtes, ça va plus être des parties corporatifs. Donc, mais en 2023, on va être de retour justement au Rendez-vous du thé à Montréal, à la brasserie Saint-Maurice à l'Assomption, puis aussi à la Maison du Jazz à Laval. Fait que j'ai pas les dates encore, mais juliecurly.com. Ben oui. J'allais demander, c'est comme ça qu'on te trouve, juliecurly.com. Et puis, on peut acheter et t'encourager ta musique. Parce que, comme je disais aux gens, la musique thème de cette émission, c'est toi qui l'as composée. Ça s'appelle Comme un zèbre. Nous, on n'a pris que la musique. On n'a pas pris les paroles parce que on voulait avoir un thème musical. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu écris. Et tu chantes plusieurs autres personnes aussi. Tu as un répertoire assez large, hein? Oui, c'est ça. Oui, je fais des reprises aussi, beaucoup, parce que les gens ils aiment ça entendre des tunes qu'ils connaissent aussi, pas juste des compositions. Fait que il y a de tout. Il y a du francophone, de l'anglophone, de Céline à Adele, à Aretha Franklin, donc à Janis Joplin. Donc, et tu joues avec ton collègue et ami Sylvain? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, avec Sylvain Deschamps à la guitare. Donc, on performe en duo ces temps-ci. Oui. Oui, parce que moi, je vous ai vu justement un peu au retour là, des confinements. Là, on avait besoin d'entendre de la musique. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Julie Curly, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je rappelle donc juliecurly.com pour
connaître et pour découvrir et pour écouter la musique et les chansons de Julie Curley et savoir où elle joue, où elle chante. Et puis, je vous rappelle aussi maisonpleincoeur.org, maisonpleincoeur en un seul mot, .org, pour contribuer à la campagne de financement de Maison Plein Cœur. Julie Curley, merci beaucoup d'avoir été là. Généreusement, oui. Merci beaucoup, Julie. Merci. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 14 novembre. Merci à nos invités. Bruno Laprade, qui est donc responsable des communications chez Égide. La grande journaliste, maintenant à la retraite, mais bon, il faut le dire vite parce qu'elle est très occupée, Jocelyne Cazin. Notre chroniqueur pour la chronique en toute fluidité, Marie-Claude Joannis. Et évidemment, Julie Curley. Julie Curley, qui est autrice, compositrice, interprète et également porte-parole de la campagne de financement de Maison Plein Cœur à Montréal, qui s'occupe des personnes vivant avec le VIH. Merci à notre équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème, Jolie Ormelette pour les réseaux sociaux de Canal M, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canal M, et Marjorie Thérodard, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine!